Bonjour, Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Dominique Bonnat de l'Académie française est auteure. Elle a écrit les biographies de Romain Gary et Colette. Dans Divine Jacqueline, le lecteur découvre ou redécouvre Jacqueline de Ribes. Figure de la jet-set des années 60, icône de la mode, l'élégance à la française. Mais quelle est la femme qui se cache derrière le papier glacé ? Dominique Bonnat nous livre ses secrets. Jean-Loup Champion est éditeur chez Gallimard, éditeur dans la prestigieuse collection blanche. Il est aussi historien de l'art, spécialiste de la sculpture. Aujourd'hui, Ce qui se lit, avec Dominique Bonnat et Jean-Loup Champion. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arne Wasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et leurs éditeurs. Aujourd'hui, une écrivaine qui raconte une incarnation de l'élégance à la française avec la biographie d'une femme appartenant à un autre monde et un autre temps que le sien et peut-être le nôtre. Dominique Bonnat, bonjour. Bonjour. Académicienne, vous racontez Jacqueline de Ribes, intitulée Divine Jacqueline, parue aux éditions Gallimard, édité par Jean-Loup Champion, qui nous rejoindra dans la seconde partie. Le nom de Jacqueline de Ribes, je pense là, en le prononçant, il va être connu par certains de nos auditeurs et inconnu pour peut-être beaucoup d'autres. Il est connu surtout par ceux qui s'intéressent à la mode, puisqu'elle a été une incarnation de la mode, une incarnation de cette élégance à la française. Jean-Paul Gaultier, en 1999, a d'ailleurs donné ce nom de Divine Jacqueline à sa collection. Elle a été désignée comme étant la femme la plus élégante du monde en 1956. Et puis elle a eu le droit à une double consécration, d'abord au Metropolitan Museum de New York en 2015, et puis une autre que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est celle avec laquelle Dominique Bonnat vous ouvrez votre livre. C'est une photographie qui représente l'Empire State Building. On est en 2017. Pourquoi Jacqueline de Ribes son visage a été projeté sur ce bâtiment entre Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Beyoncé et bien d'autres. Oui, c'est cette image qui m'a donné l'idée d'écrire le livre. Un soir à New York, sur l'Empire State Building, qui est donc la plus grande tour aujourd'hui de New York, un magazine américain, le Harper's Bazaar, avait projeté une série de visages de femmes. C'était des visages photographiés par de très grands photographes depuis les années 50 jusqu'aux années aujourd'hui, contemporaines. Et parmi ces visages, alors il y avait Liz Taylor, Marilyn, beaucoup de stars, y compris Kate Moss et Beyoncé en effet, mais tous étaient des visages américains ou anglais. Il y avait une Suédoise qu'on pouvait repérer, et parmi tous ces visages, une seule Française. Et cette Française, c'était le profil de Jacqueline de Ribes, pris dans les années 50 par le grand photographe américain Richard Avedon. Je me suis tout de suite interrogée en la voyant apparaître, en me disant « mais comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce que les Américains ne retiennent ni Deneuve, ni Adjani ?» mais Jacqueline de Ribes. Pourquoi Jacqueline de Ribes est-elle une icône de l'Amérique ? Et le livre est parti de ça, ce mystère de Jacqueline de Ribes. Ce livre est une tentative d'approche justement de ce monde-là. Vous parlez beaucoup de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, surtout au début. Est-ce que ça a été aussi l'une de vos volontés en écrivant sa biographie, de saisir Jacqueline de Ribes, mais aussi de saisir à quel monde elle appartient, elle qui semble parfois complètement anachronique dans ce monde des fêtes, ce monde de l'aristocratie qui disparaît dans les années 50 et 60. Oui, d'une part, je raconte une vie de femme, une aristocrate française, au destin un peu exceptionnel. J'essaie d'étudier ce personnage, j'essaie de m'approcher au plus près d'elle, de comprendre le mécanisme de sa vie, tout ce qui l'a conduit justement à cette mise en lumière exceptionnelle. Comment une jeune fille qui était destinée simplement à rester au foyer, à élever ses enfants, dans un milieu certes très privilégié, mais qui était en même temps une prison dorée, comment cette femme s'est échappée de cet univers pour essayer d'affirmer une personnalité sans toutefois rompre avec le milieu d'origine, mais tout de même en y apportant
une sorte de révolution. Donc c'est un caractère original, c'est un caractère très affirmé, très volontariste, mais en même temps, autour de cette diva, autour de cette femme, j'ai aimé raconter le monde de Jacqueline de Ribes. Et ce monde est tout à fait fascinant. Pourquoi ? Parce qu'il mêle plusieurs époques. Au départ, je le croyais entièrement proustien, c'est-à-dire reflétant l'univers de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, avec des personnages d'aristocrates, et elle est la réincarnation de la duchesse de Guermantes, qui s'appelle Oriane, et donc très souvent, et même Yves Saint-Laurent qui est un grand ami de Jacqueline de Ribes, s'est lancé dans la haute couture sous son nom. Son parrain dans ce monde artistique de la couture, l'a surnommée Oriane. Mais en même temps, c'est une femme très moderne. C'est une femme qui veut être libre, c'est une femme qui veut assumer ses choix, c'est une femme qui veut échapper également aux conventions, aux codes de son milieu. Donc, il y a ce tiraillement. Et elle a traversé des univers aujourd'hui disparus, non seulement cette petite société proustienne, mais aussi ce qu'on a appelé la Café Society, qui commence à introduire dans ce milieu beaucoup d'artistes, des écrivains, des peintres, et également l'univers de la jet-set, cette jet-set internationale qu'elle a beaucoup fréquentée dans les années 60 et 70, à Ibiza, à Saint-Moritz, en Andalousie, etc. Et là, on voit la société proustienne, qui est vraiment une micro-société très française, s'ouvrir à l'international, mêler l'Amérique et le reste de l'Europe, justement, au milieu d'origine. Et pourtant, elle va se plaire dans un autre monde qui est le monde de l'illusion, celui justement qui n'est pas enraciné, puisque vous la racontez dans ses fêtes des années 40, 50, 60, des fêtes qu'elle organise parfois, des fêtes où elle est souvent le centre, qui sont absolument extraordinaires. Enfin, dans la manière que vous les racontez, on imagine assez peu ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, vous racontez, regardant les photos, celle de Venise, celle des Mille et une nuits, celle où elle rentre à cheval dans une des fêtes. Pourquoi est-ce ce monde de l'illusion qui l'intéresse tant, donc ce monde du déguisement, du dédoublement, pour reprendre un des mots qui est dans votre texte? Elle a toujours eu un lien très fort avec la beauté. Le monde de la beauté l'attire, peut-être parce qu'elle-même a une beauté innée, reçue au berceau, qu'elle est très grande, très mince, et elle imagine déjà petite fille, toute petite, elle construit des déguisements avec un drap de lit, avec une serviette de table. Elle se débrouille et même avec un sac de pommes de terre, elle fabrique un déguisement de tahitienne. Donc, toujours se grimer, mais à la fois pour changer de personnalité, pour se présenter sous son meilleur jour, ou même pour étonner son public. Il y a chez elle quelque chose d'une actrice qui se met en scène, et elle va garder ce goût pour le déguisement et pour la mise en scène toute sa vie. Chacune des apparitions de Jacqueline de Ribes dans le monde est un événement. C'est-à-dire qu'elle a des vêtements époustouflants, mais plus encore que les vêtements, c'est sa façon de les porter qui est étonnante. Et donc, petit à petit, elle cultive ce talent pour le costume, pour le vêtement, pour l'allure, pour la mise en scène, et elle devient une artiste de soi. C'est-à-dire qu'elle est elle-même le propre terrain de son art. C'est ce qui est original et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée chez elle, c'est l'approche artistique de son personnage. Au fond, une artiste a le choix. Elle peut peindre, une artiste peut peindre, peut dessiner, peut écrire, peut composer de la musique. Jacqueline de Ribes ne fait rien de tout cela, mais c'est en artiste qu'elle aborde sa vie et son propre corps. Donc, comme aujourd'hui, certaines artistes, telles Marina Abramovic ou d'autres, ou Orlan, prennent leur corps pour le modeler, pour le graver, pour le tatouer, etc. Et elle-même, Jacqueline de Ribes, utilise ce corps comme instrument d'un art. En s'interdisant beaucoup de choses, je pense ici, Dominique Bonnat, aux sentiments, aux relations affectives, puisque pour ce livre, vous avez interrogé Elisabeth et Jean, qui sont les enfants de Jacqueline de Ribes.
Et on voit que c'est pas simple pour Jean notamment. Ça n'a pas été simple d'être le fils de Jacqueline de Ribes, manqué d'affection, comme elle-même d'ailleurs a manqué d'affection envers sa propre mère. Il n'est pas simple d'être l'enfant d'une femme parfaite qui donne l'image justement très maîtrisée de cette beauté, de cette élégance qu'elle pratique au jour le jour et presque dès le saut du lit. Donc c'est toujours la difficulté d'avoir une mère exceptionnelle. Elle-même avait eu une mère très étonnante sur le plan notamment intellectuel, moins belle, mais qui avait des vertus d'intelligence tout à fait remarquables. Et elle a souffert dans sa relation mère-fille, car il y a eu très vite entre elles deux une sorte de rivalité. C'est ce que je raconte également, cette relation avec sa mère qui était compliquée. Mais je dirais qu'en même temps, Jacqueline de Ribes ne s'interdit pas les sentiments, au contraire, mais les sentiments sont comme le reste de sa vie, c'est-à-dire sous maîtrise, sous contrôle. Il y a chez elle une volonté de mise en scène qui s'étend à tous les registres de la vie humaine. Mais voilà, jusqu'à sa propre famille, qu'elle a oublié une partie de sa vie. Plus vous la racontez dans votre livre Divine Jacqueline, Dominique Bonnat, plus elle semble occupée par son travail ou par ses affaires. Chaque balle lui prend un temps fou, et puis il y a la mode, et puis elle va s'investir pour la chorégraphie, pour le théâtre, pour la télévision et la haute couture, et on a l'impression que plus ça va, plus ces activités-là mangent sa vie et laissent peu de place finalement à ses relations amicales et familiales. Non, mais vous voyez, c'est en cela qu'elle est tout à fait une femme d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui doivent apprendre à conduire de front la vie familiale, la vie amoureuse, la vie professionnelle, et c'est toujours assez compliqué finalement de créer une harmonie entre ces aspects-là. Beaucoup de femmes en deviennent schizophrènes, donc il y a un élément de la vie parfois qui domine l'autre. Je pense réellement que Jacqueline de Ribes a essayé de vivre tous les aspects de sa vie, mais c'est une femme qui, lorsqu'elle envisage quelque chose, va à fond dans son entreprise. Elle n'est pas un amateur, elle ne conduit rien avec négligence, avec amateurisme. Non, tout doit être conduit avec énergie, volonté et esprit de perfection. Donc, quand elle crée sa maison de couture, dans les années 80, elle a déjà une 50aine d'années. Et elle va non seulement créer des modèles de robes, mais elle va développer une entreprise. Elle a des couturières qui travaillent pour elle, elle a des photographes, elle a des relations de presse, elle doit trouver des contrats pour vendre ses robes, elle fait le tour des États-Unis elle-même avec une équipe à la rencontre des acheteurs potentiels américains. Donc vous voyez, il y a une femme d'affaires, une femme d'entreprise en même temps qu'une artiste et une créatrice. Alors vous avez choisi de la raconter, Dominique Bonnat, et vous rappelez la photographie qui ouvre votre livre, l'Empire State Building, en 2017, où son image a été projetée. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était à partir de là que vous avez eu envie d'écrire Divine Jacqueline. Mais est-ce que c'est vous qui avez choisi Jacqueline de Ribes, ou est-ce que c'est Jacqueline de Ribes qui vous a choisi Dominique Bonnat? Parce que contrairement à vos précédentes biographies, Zeg, Camille Claudel, Romain Gary et les autres, Jacqueline de Ribes, elle est vivante et vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises pour ce livre. Vous racontez une douzaine de repas ensemble, mais dès votre entrée à l'Académie française, vous l'avez rencontrée. Alors est-ce que c'est elle qui ne serait pas un peu venue vous chercher ? Alors écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a agréé. C'est-à-dire que lorsque je lui ai fait part de mon intention d'écrire sur elle, le projet lui a plu. Et donc elle m'a ouvert sa porte, elle s'est racontée à moi. Nous avons eu toute une série d'entretiens où, en effet, elle m'a rappelé ses souvenirs d'enfance, m'a parlé de son grand-père, de sa grand-mère, de ses frères et sœurs, etc. Et en même temps, et c'est ce qui, d'ailleurs, donne une très belle dimension à sa vie aussi, c'est qu'elle m'a ouvert ses archives. Les archives sont conservées dans son hôtel particulier, occupent plusieurs petites pièces de cet hôtel. Ce sont les anciennes chambres d'enfants. Et là s'entasse un nombre considérable de documents qui sont principalement des photos, mais aussi des coupures de presse, de la correspondance, des livres qui parlent d'elle,
tout a des été objets, archivé. Parce que et des objets, elle ne jette rien. Objets, elle ne jette jamais rien. On retrouve d'ailleurs aussi les archives concernant ses parents, les manuscrits de son père, qui avait écrit quelques romans d'amour, les manuscrits de sa mère, ou quand elle traduit Hemingway. Donc, ce sont de véritables trésors. Et il y a dans les caves de l'hôtel de la rue de la Bienfaisance, il y a certaines robes de ses collections, les paires de chaussures qui les accompagnaient et même les bijoux fantaisie qui servaient à faire briller toutes ces robes lors des défilés. Donc c'est cette espèce de musée privé complètement rare. Vous imaginez bien que les familles n'ont rarement dans leur mur un musée privé concernant un grand-père ou une grand-mère. Et donc ce musée privé m'a complètement étonnée. J'y ai puisé évidemment énormément, ce qui donne une source d'inédit pour cette biographie. Vous avez dit qu'elle vous avait agréé pour ce livre, mais depuis que ce livre est paru, quelle a été sa réaction ? Parce que vers la fin du livre, vous reproduisez un dialogue que vous avez avec elle et dans lequel elle vous demande si ça va être ses mémoires. Et vous dites non, c'est une biographie, donc ça implique une prise de distance et un regard critique. C'est la première fois que j'écris sur un personnage vivant. Alors cet aspect m'attirait parce que j'ai toujours conçu une biographie comme une sorte de dialogue entre le biographe et le personnage. Mais évidemment, quand le personnage est mort, il est assez silencieux. Il faut aller le chercher au secret des documents, au secret des témoignages. Comme Jacqueline de Ribes était là et bien là, au contraire, elle participait à l'élaboration du livre. Ses récits constituaient la matière même de ma biographie, étoffée bien entendu de documents que j'avais consultés ailleurs, de témoignages que j'allais prendre à l'extérieur. Mais il n'empêche que ce dialogue du personnage et du biographe était soudain réel, tonique, puissant. Et très vite, j'ai compris que cet avantage pouvait se révéler aussi un inconvénient. Car elle voulait, bien sûr, elle souhaitait orienter mon récit vers certains points qu'elle mettait en valeur ou d'autres non. Alors très vite, je lui ai dit, chère Jacqueline, puisque je l'appelle par son prénom, je n'écris pas vos mémoires. Je ne suis pas le porte-plume de votre récit. Je vais écrire un livre qui est mon livre, c'est-à-dire mon regard sur vous, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai trouvé comme document, sur le personnage que je vois en vous. Et alors elle était un petit peu inquiète, hésitante, mais elle a accepté cette démarche, d'autant que je lui ai bien dit qu'elle ne lirait pas ce livre avant sa parution, qu'il fallait qu'elle accepte le livre de Dominique Bonnat sur elle, qui n'était pas forcément la Jacqueline de Ribes qu'elle ressentait elle, mais qui était une Jacqueline de Ribes pour l'histoire, pour même la légende. Et donc elle a accepté ce point de vue. Je crois à la sortie du livre, il est certain que ma biographie l'a dérangée, voire un petit peu inquiétée, mais il lui a fallu quelques jours. Mais maintenant, je sais qu'elle l'a apprivoisé et qu'au fond, le livre fait partie, je pense qu'il va rejoindre dans ses archives, dans son petit musée personnel, et il va être là, je l'espère en tout cas, à côté des photos d'Avdon notamment, ou de Horst P. Horst, ou de Gisèle Freund, ou de Robert Doisneau, tous ces photographes qui ont immortalisé l'image. Et bien à côté de l'image, il y aura le texte de Dominique Bonnat. Absolument, que vous faites paraître donc aux éditions Gallimard sous le titre Divine Jacqueline. Et dans cette série de podcasts, Dominique Bonnat, on s'intéresse aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, Jean-Loup Champion qui nous rejoindra dans la seconde partie. J'aimerais savoir ce que vous attendez, Dominique Bonnat, de votre éditeur pour concevoir un livre. Ce que j'attends d'un éditeur, le regard. Oui, le regard de l'éditeur sur mon texte, un regard professionnel, le regard d'un grand lecteur, d'un lecteur à la fois sensible, perspicace, et qui va me donner son opinion sur ce que j'ai écrit. Si vous donnez votre livre à lire à votre famille ou à vos amis, la lecture est est trop affective. Chez l'éditeur, ce n'est pas un regard froid,
du tout. C'est un regard intérieur, c'est le regard en l'occurrence d'un homme qui est capable de ressentir l'intime dans le texte. Ça, j'aime beaucoup, je l'ai trouvé avec Jean-Loup Champion. Mais justement, quand vous lui avez présenté le texte, il ressemblait à quoi par rapport à la version finale ? Alors, l'éditeur, après lecture de Jean-Loup Champion, j'ai corrigé certains passages de mon livre. Il m'a fait remarquer des lenteurs, des longueurs. C'était déjà un gros manuscrit et il m'a encouragé à le réduire un peu, enlever. Il y avait trop de choses. Donc, il m'a incité à le reprendre pour certains aspects. Alors, c'est un œil critique, bien évidemment, mais parfois aussi, c'est un encouragement, vous savez, parce que quand on arrive avec son manuscrit, moi, je suis en plein doute. J'ai l'impression que vraiment, Donc, j'attends en même temps la critique et un peu de soutien moral. Est-ce que ça veut dire aussi que vous ne lui envoyez pas avant ou que vous ne vous parlez pas avant ? Ah non, j'arrive avec le manuscrit fini. Ça, je présente un manuscrit fini. Il était au courant de mon projet, ouais. Nous en avions parlé. Je lui avais bien exposé le sujet. On avait eu un dialogue, d'ailleurs, je me souviens très bien, dans un petit restaurant proche de l'Académie française, où on s'était vus. Et où il m'avait donné ses impressions sur mon sujet, qui est un sujet un peu décalé par rapport aux autres livres que j'ai pu écrire. Doublement décalé, parce que c'était un personnage vivant. Et je me souviens de ce déjeuner, vous voyez, comme un stimulant, comme j'étais au début de l'écriture de ce livre. Donc ça aussi, c'est avant de lui remettre le manuscrit, j'avais parlé du livre avec lui. Et il y avait eu cette stimulation, oui. J'avais l'impression que mon sujet l'intéressait. Et c'est important, voyez-vous, ouais. Parce que on est quand même très seul quand on écrit. On se demande si ce qu'on écrit va intéresser un public. Et donc se dire que l'éditeur est intéressé par le sujet et trouve que le sujet est bon, voilà, c'est énorme, ça, énorme. Pourquoi est-ce à lui que vous avez adressé ce texte, Divine Jacqueline, comme le précédent Mes vies secrètes, puisque ça fait 2 livres que vous faites paraître chez Gallimard, après des livres ailleurs, mais c'est pas tout à fait une nouveauté que le travail avec Jean-Loup Champion. Alors, quand j'ai publié, il y a 2-3 ans, mon premier livre chez Gallimard, qui s'appelle Mes vies secrètes, et qui est l'histoire de mes livres précédents, c'est le livre de mes livres, ou la biographie de mes biographies, j'étais heureuse de pouvoir le faire chez Gallimard, parce que dans ce livre, je revenais aux sources de mon écriture, et mes premiers livres avaient été publiés par Simone Gallimard au Mercure de France. Donc il me semblait que c'était refermer la boucle, revenir au fond, j'allais dire à la maison mère. Je prends ça un peu comme l'image de la maternité. Simone Gallimard est très importante pour moi. Elle a été la première à croire en moi. Elle a publié mon premier roman. J'ai gardé une très grande reconnaissance. Et à l'époque, dans les années 80, au Mercure de France, était un jeune éditeur, Jean-Loup Champion, qui avait relu mon deuxième roman. Et je gardais un très bon souvenir. Je savais qu'il était chez Gallimard. Et donc, en arrivant dans cette grande maison, un peu intimidée, je me suis dit que je retrouvais avec Jean-Loup le parfum de la jeunesse, des premiers livres, et ça me rassurait. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez l'impression d'être une auteure Gallimard ? Parce que c'est aussi une question que je pose aux différents écrivaines qui passent à ce micro, c'est-à-dire la manière dont pourquoi est-ce que leurs livres sont chez cet éditeur et pas chez un autre ? Est-ce que ça veut dire aussi que Gallimard vous a formé ? Alors, j'ai publié mes premiers livres au Mercure de France. Quelques autres ici ou là. J'ai posé mes valises pendant 20 ans chez Grasset, qui a publié, c'est Jean-Claude Fascal qui m'a fait entrer chez Grasset. J'ai publié Berthe Morisot, Clara Malraux, Colette et les siennes, donc beaucoup de biographies importantes pour moi chez Grasset. Et puis, comme je vous l'expliquais, à un moment donné, les années avaient passé. Et écrivant, donnant le secret, au fond, le secret de l'écriture, le pourquoi j'avais écrit, comment les choses s'étaient passées, je revenais vers Gallimard, besoin d'un changement, besoin de revenir aussi vers cette merveilleuse Simone Gallimard qui avait publié. C'était un acte de reconnaissance envers elle en même temps, vous voyez.
ce retour aux sources. Donc, mais l'image Gallimard, elle est belle, forcément. C'est cette couverture blanche sous laquelle sont mes livres maintenant. Oui, c'est une belle image dans l'édition. Et en même temps, si vous voulez, au fond, je ne crois pas qu'on puisse choisir un éditeur uniquement pour une image, une réputation. Je crois qu'il y a un choix qui est quand même très affectif. Le dialogue de l'écrivain avec l'éditeur est important. C'est le premier lecteur, c'est celui qui vous aide, c'est celui qui croit en vous, c'est celui qui vous soutient. Et dans ce monde glacé, c'est une relation privilégiée. Et voilà, ça donne Divine Jacqueline, le deuxième livre donc, que vous publiez chez Gallimard après Mes vies secrètes, Dominique Bonnat. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis on va rencontrer dans un instant donc, votre éditeur Jean-Loup Champion. Poursuivons ce podcast Ce qui se lit en votre compagnie, Jean-Loup Champion, bonjour. Bonjour. C'est vous donc qui êtes l'éditeur de Dominique Bonnat pour ce livre dont elle nous a parlé, Divine Jacqueline, paru aux éditions Gallimard, dans lequel elle raconte Jacqueline de Ribes, cette femme au parcours absolument extraordinaire. Petite question d'ailleurs, vous qui venez aussi du monde de l'art, en plus de la littérature, hein, vous êtes aussi historien de l'art, commissaire d'exposition et sculpteur. Est-ce que c'est un nom quelle place avait ce nom d'ailleurs chez vous, Jacqueline de Ribes? C'était un nom que je connaissais parce que quand j'étais très jeune, j'ai fréquenté un peu ce milieu, mais je dois dire que les gens de moins de 60 ans, personne n'a jamais entendu parler d'elle. Et ça, c'est le miracle qu'a accompli Dominique Bonnat. C'est de traiter un sujet, sinon futile, en tout cas éphémère, et en faire un sujet d'époque, ce qui est tout à fait extraordinaire. Elle nous a raconté donc comment vous avez travaillé ensemble et notamment avant que vous ne découvriez le manuscrit final, les conversations que vous avez eues au début. Comment est-ce que vous avez senti justement que voilà, il y avait matière à un livre et que ce livre allait intéresser aussi ceux qui ont moins de 60 ans? Alors Dominique a raconté un peu comment ça s'est passé, j'ai été très très honoré quand elle est venue chez Gallimard d'avoir demandé que ce soit moi qui sois son éditeur, d'une certaine manière en souvenir, parce que je m'étais occupé de son deuxième roman, Argentina, donc c'était en 1984, donc ça fait quand même beaucoup de temps. J'étais un très jeune éditeur, elle était une très jeune autrice, et ça m'a évidemment beaucoup ému et donc on a retrouvé nos rapports d'une manière très naturelle et très agréable. Alors j'ai trouvé ça tout à fait étonnant et très original. Contrairement à beaucoup, j'ai en effet pensé que c'était une très bonne idée. Parce que la comtesse de Ribes, comme on l'appelle, représentait une société aujourd'hui totalement disparue, à laquelle on ne comprend même plus grand-chose. Et je trouvais qu'en effet, c'était tout à fait extraordinaire qu'elle applique cette manière extrêmement scientifique qu'elle a, je parle de Dominique Bonnat bien sûr, d'écrire ses biographies, en accumulant les documents d'abord, en faisant un énorme travail et ajoutant ce travail sur le vivant qu'elle a fait de manière extraordinaire, c'est-à-dire comment dialoguer avec une femme que je voyais surtout comme la reine du narcissisme au départ. D'ailleurs, c'est un mot qu'emploie Dominique Bonnat dans le livre sur le petit dialogue que j'ai cité tout à l'heure entre les mémoires et la biographie. Elle le présente tout à fait, Jacqueline de Ribes, comme étant narcissique. Elle l'a dit, Dominique Bonnat, vous avez incité au niveau du rythme, vous avez incité aussi à réduire le texte qu'elle vous a proposé. C'était ça aussi l'enjeu pour vous, parce que ce personnage pouvait paraître lointain pour une grande partie des lecteurs, faire en sorte que le style, faire en sorte que la manière dont Dominique Bonnat la raconte soit accessible pour tout le monde? Oui, je ne crois pas, parce que le style de Dominique est un très beau style, donc il n'était pas question de toucher à cela. Mais simplement, elle a tellement travaillé son sujet, il y avait tellement de documents, qu'en effet, on aurait pu être un petit peu étouffé. Enfin, je pense aux lecteurs qui ne connaissaient pas du tout ce sujet. Donc, j'ai simplement donné quelques conseils en disant à tel endroit, est-ce que vraiment il y a tellement d'historique et tout cela.
Bon, ce qui est très important, évidemment, l'origine de la fortune des rivaux, cette origine coloniale, c'était très, très important d'en parler. Ouais. Mais il fallait peut-être donner un petit peu moins de détails. Ouais. Je crois que donc, au départ, quand on en a parlé avant, j'ai évidemment beaucoup encouragé, parce que je trouvais que c'était un sujet très original, et que la plupart du temps, les biographies de gens du monde sont écrites par des gens du monde et n'ont pas un intérêt littéraire. Et je savais qu'avec Dominique Bonnat, ce serait autre chose. Effectivement, en tant que lecteur, je ne peux que aller dans votre sens. Jean-Luc Champion nous a aussi parlé de votre regard, qui est un regard évidemment professionnel, puisque vous êtes éditeur, mais aussi elle a utilisé un mot qui m'a surpris tout à l'heure, ce regard de l'intérieur, qui est différent de celui que, évidemment, peuvent avoir les membres de sa famille. Comment est-ce que vous avez entendu cette expression ? Eh bien, je lui ai donné un conseil, ça va la faire sourire. Je lui ai dit, vous n'êtes pas assez présente dans ce livre. Vraiment, vous êtes trop effacée devant cette personnalité qui en devient un peu antipathique, je dois dire. Et je lui ai dit, surtout qu'elle m'a raconté, au long du livre, des anecdotes de ses rencontres avec Jacqueline de Ribes qu'elle n'avait pas dites dans le livre. Et pour ça, je l'ai beaucoup encouragée, je ne vous dirai pas lesquelles, à se raconter elle. Il fallait qu'on comprenne que Dominique Bonnat était là, dans le livre, ce qu'elle a fait admirablement. Alors Dominique Bonnat a aussi parlé du soutien moral que vous lui avez apporté, Jean-Loup Champion. C'est important pour vous aussi à la fois d'avoir finalement cette casquette, le regard critique, mais aussi d'encouragement, de soutien moral, de confirmer certaines intuitions des auteurs ou leur dire qu'ils vont dans la bonne direction. Ah oui, c'est absolument indispensable. Ouais. Un auteur comme le disait de Dominique Bonnat est seul tout le temps. Même s'il est entouré, ou elle, d'une famille et de tout cela, c'est vraiment un travail solitaire. Donc l'éditeur est là pour le soutien moral et amical, c'est tout à fait normal et c'est indispensable. Alors là, ça vous demande aussi, évidemment, d'être différent avec chaque auteur, avec chaque texte, parce que les demandes ne sont pas forcément les mêmes. Oui, mais on ne se change pas beaucoup soi-même non plus, quand même. Heureusement. Je ne crois pas. Mais en effet, on s'adapte à la situation et on s'adapte à ce que l'auteur demande aussi. Il y a des auteurs qui donnent leur texte et qui ne veulent pas qu'on en change une virgule. Ça existe. On ne vous dira pas lesquels. Et d'autres qui, au contraire, demandent plus de conseils. Alors ça veut dire quoi être éditeur d'un auteur qui ne veut pas qu'on en change la moindre virgule ? C'est être un éditeur. Et puis aussi, c'est souvent parce qu'on est mu à ce moment-là par une immense admiration. Ouais. Et là, je peux vous citer quand même une autrice, une seule, pour qui je n'oserais jamais, et je ne l'ai jamais fait, c'est Hélène Cixous. Ouais. Parce que j'ai une admiration extraordinaire, et maintenant, je suis son éditeur depuis quelques livres, j'en suis très fier. Et il est évident que ce qu'elle écrit ne peut pas être changé en aucune sorte. Mais elle ne demande pas. Elle ne demande que le soutien moral et amical. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup, évidemment. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est un des plus grands auteurs. Comment est-ce que vous choisissez, Jean-Luc Champion, les auteurs et les autrices avec lesquels vous allez travailler en tant qu'éditeur ? Alors, dans la plupart des cas, je ne les choisis pas. Sauf quand, en effet, c'est arrivé assez rarement, puisque, comme vous savez, j'ai une double casquette, c'est-à-dire je suis éditeur de La Blanche, mais je dirige aussi deux collections d'essais sur l'art. Pour ces collections, c'est moi qui choisis les auteurs, c'est moi, si j'ose dire, qui fait tout. Pour le reste, non, évidemment. Il m'arrive d'avoir, quand c'est un auteur que je découvre, comme récemment un jeune auteur qui s'appelle Colin Lemoine, dont j'ai publié le premier roman, et bientôt, j'espère, le deuxième, donc les découvertes. Donc c'est toute une autre chose. Mais Dominique, chez Gallimard, c'est elle qui m'a choisi. Ouais. Et c'est souvent Antoine Gallimard qui me dit vous allez vous occuper de tel auteur. À votre avis, c'est lié à quoi ? C'est lié à votre sensibilité, à ce rapport humain que vous pouvez entretenir avec un auteur qui va faire ça va peut-être mieux fonctionner avec vous qu'avec un autre éditeur ? On ne sait pas parce qu'on peut avoir des surprises. Ça m'est arrivé dans ma longue vie d'éditeur que des auteurs en aient assez de moi et s'en débarrassent.
même après 20 ans, mais ça c'est une autre histoire. Ça arrive malheureusement à tous les Oui, éditeurs, absolument, et ouais. c'est pour des raisons qui nous dépassent aussi. Et puis surtout, il faut surtout penser à l'auteur. C'est la chose la plus importante. Il faut vraiment s'effacer devant ce que c'est qu'être écrivain, écrivaine et tous les problèmes que ça pose. Mais c'est facile jusqu'où, Jean le Champion, parce que votre travail est aussi, alors peut-être pas pour Hélène Sixou, peut-être pas beaucoup pour Dominique Bonnat, mais c'est parfois de retravailler énormément le texte, ou en tous les cas d'avoir des échanges qui vont faire modifier le texte. Oui, mais je pense que ça se fait naturellement. Et il faut surtout que l'auteur l'accepte. Il n'y a pas d'obligation. Absolument. Et donc c'est un dialogue, comme vous le disiez avant. Et comment est-ce que vous sentez alors que le texte que vous avez, ou qui est soit celui que vous recevez, soit celui issu de cet échange, c'est la bonne version, la version finale qui pourrait être publiée? C'est un peu compliqué, mais au départ, on travaille sur un livre qu'on aime. De toute façon, je ne pense pas qu'un éditeur puisse refaire un livre et faire un bon livre d'un mauvais livre. Ça n'existe pas. Les gens qui s'en vantent, je trouve ce sont vraiment des vantards. Il faut que le livre existe d'abord. Après, ce ne sont que de petits ajustements qui sont là pour aider l'auteur. Et théoriquement, l'auteur, après, doit oublier qu'il s'est passé ça. Le livre, il doit se le réapproprier entièrement. Mais vous, alors, votre travail, vous l'abandonnez complètement? Non, je ne l'abandonne pas. C'est un travail absolument passionnant, mais il s'arrête là. Oui. Parce qu'il n'y a pas votre nom, effectivement, sur la couverture. Non, il n'en a absolument pas besoin. Alors, vous êtes l'un des éditeurs de la collection Blanche chez Gallimard. Ça veut dire aussi que quand vous publiez un auteur, il doit ressembler à la ligne éditoriale des éditions Gallimard et de cette collection. Comment est-ce que vous la décririez et comment est-ce que vous sentez qu'un texte a le potentiel pour ressembler à cette collection, malgré la grande variété des textes qui sont publiés? Oui, là vraiment, je ne pense pas que ça joue. Vraiment. Je pense qu'il faut que le texte vous plaise à vous et qu'il faut convaincre, évidemment, aussi Antoine Gallimard de cela. Mais après, la collection Blanche, c'est l'image de Gallimard plus que l'image de ce qu'on y trouve. Parce que maintenant, on y trouve de tout. Donc c'est très très difficile. Donc, vous voyez par exemple, le livre de Dominique Bonnat, a priori, c'est un peu une biographie, mais je la considère aussi comme une œuvre littéraire, donc comme un roman. Et Divine Jacqueline est publiée dans la collection Blanche, et pas comme une biographie. Donc il n'y a pas de ligne éditoriale pour vous, c'est vraiment la qualité, vraiment le... Oui, c'est ça, absolument. Et un jeune auteur, comment vous sentez son potentiel? En tout cas, vous venez de nous en parler. Ça, c'est miraculeux. Je vous parlais de Colin Lemoine, qui est un ami, qui est un historien de l'art comme moi, donc j'avais déjà publié dans une de mes collections pour une correspondance Rodin Bourdin dont j'étais occupé. Et il me parlait d'un texte qu'il écrivait, il m'a dit mais je ne vais pas te le donner, je te connais, tout ça. Bon, ça a pris un certain temps, et un jour je lui ai dit si tu veux me le donner, je le lirai. Il me l'a envoyé et tout de suite, franchement, au bout de 10 pages, j'ai vu que c'était très bien. Et je pense qu'en fait, les éditeurs, au bout de 10 pages, on se rend compte si ça vaut le coup de continuer à lire le livre. C'est vraiment un métier coup de cœur. Oui, et là, j'étais absolument subjugué. Alors après, on est évidemment très content de voir que la critique suit et que tout le monde... Parce qu'on est tout seul aussi de prendre cette responsabilité au départ. Quand vous travaillez avec des auteurs sur plusieurs années, sur plusieurs livres, là c'est le cas pour Dominique Bonnat avec cette histoire particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu le deuxième roman, et puis il y a le deuxième livre, et puis ces 2 derniers livres en date. Comment votre relation, votre travail d'éditeur change avec le temps et avec les livres? Alors je peux vous donner un exemple, puisque je suis son éditeur depuis au moins une quinzaine d'années. C'est Philippe Forest, dont je suis très très fier d'être l'éditeur. Et donc c'est une relation constante. Donc on se parle beaucoup. Et puis donc j'ai publié ces livres, que ce soit dans la collection Blanche, dans ma collection Art et Artistes, ou hors collection. Donc en fait, je suis vraiment tout ce qu'il fait. Et il m'en parle et il publie régulièrement. Et même quand il ne publie pas avec moi, ça lui est arrivé, je suis aussi ce qu'il fait, bien entendu. On parle de tout, et puis aussi on est un peu, je ne dirais pas qu'on est un analyste, mais on partage aussi leurs problèmes personnels, c'est vrai.
leurs ennuis, qui peuvent être des ennuis financiers, il y a plein de choses. Je rappelle donc que vous êtes l'éditeur de Divine Jacqueline, le livre de Dominique Bonnat paru aux éditions Gallimard. Jean-Loup Champion, merci beaucoup d'avoir parlé de votre travail. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.